Merci beaucoup de nous rejoindre. Pendant une petite heure, on va essayer de parler des nouvelles frontières de l'immobilier et surtout de la manière dont ça peut redistribuer la valorisation des actifs, car la notion de création de valeur ou de préservation de valeur a tout son sens. Je voudrais qu'on commence d'abord par peut-être la nouvelle hiérarchisation des classes d'actifs dans l'industrie immobilière au lendemain du Covid-19, si tant est que la crise sanitaire soit terminée, achevée, je ne sais pas encore. Je vois qu'on n'est pas masqué, mais on a quand même mis un peu de gel et présenté un pass avant de rentrer dans ce lieu. Christophe Lanier, d'abord peut-être un premier tour d'horizon, un premier panorama que tu ressens au travers de tes clients sur les différentes classes d'actifs, si on a un zoom un peu périphérique. Alors, effectivement, bonjour à toutes et à tous. Anne en parlait en introduction. Nous, depuis quelques années, on commet une étude qui s'appelle le panorama de l'immobilier et de la ville en France, avec notamment la Fondation Palladio, 33 organisations professionnelles de l'ensemble de la chaîne de valeur, Business Immo également. Et on a, dans notre dernière édition 2021, on a interrogé 1 millier de dirigeants sur leur confiance dans les différentes classes d'actifs. Il y a un top 3 qui s'est détaché en tête de peloton, puis un top 3 en queue de peloton, sans surprise. Alors c'est aussi dans le feu de l'émotion, de la conjoncture, mais il y a aussi un peu forcément de tendance très structurelle dans ce type d'enquête et d'interrogation. Dans le top 3 dans lequel les dirigeants de l'immobilier, donc 1 millier de dirigeants de l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'amont à l'aval, donc de l'urbanisme, l'aménagement, passant par la promotion, la construction, la gestion, l'exploitation, le financement, l'ingénierie, l'expertise, le logement social, les directions immobilières. Trois classes d'actifs sur lesquelles les dirigeants ont exprimé le plus de confiance. La première étant l'immobilier de santé. À la fois sans surprise, compte tenu de l'accélération et de la crise sanitaire. Et en même temps, c'était déjà une tendance de fond. Hein. Quand on regardait dans le non-coté, il y avait une multiplication par 5 de l'immobilier de santé détenu entre 2013 et 2018. Donc on était déjà sur un développement de l'immobilier de santé chez les professionnels. Ensuite, le logement ancien et la logistique dans les 3 classes d'actifs qui retiennent le plus l'attention et le plus le niveau de confiance. Et la logistique, alors évidemment, c'était déjà un actif sur lequel on se tournait, et la crise sanitaire, parce qu'elle accélère la transformation des modes de consommation, parce qu'elle accélère la digitalisation de l'économie, accélère l'usage et la nécessité d'avoir un certain nombre de fonctions de logistique, que ce soit massifié ou du dernier kilomètre. Donc en termes d'actifs et d'immobilier, c'est évidemment quelque chose sur lequel les dirigeants ont porté leur attention. Et puis en queue de peloton, 3 classes d'actifs dont 2 pour lesquels seulement un dirigeant sur 10 exprime un niveau de confiance, l'hôtellerie d'une part et l'immobilier commercial. Alors l'immobilier commercial, on sait qu'il y avait déjà aussi avant la crise un certain nombre de questions qui se posaient assez structurantes sur le devenir du commerce compte tenu de la montée en puissance du e-commerce. L'hôtellerie qui est frappée de plein fouet à la fois sur le tourisme d'agrément et le tourisme d'affaires. Notamment, il y a des vraies questions de fond sur la reprise du tourisme d'affaires. Et puis le bureau, bien sûr. Sur lequel, alors on y reviendra je pense dans un certain nombre de discussions, le bureau sur lequel seulement 3 dirigeants sur 10 expriment un niveau de confiance aujourd'hui en matière de perspectives immobilières. Juste un rappel, cette enquête, elle a été réalisée quand ? Elle a été réalisée en fin d'année dernière, début de cette année. Donc on était encore entre 2 confinements, donc il y a ce qui peut expliquer aussi cette certaine défiance par rapport à l'hôtellerie, puisqu'il y avait encore des fermetures, ou par rapport à l'immobilier de commerce. Il y a effectivement, on était dans la vague, quoi. On était entre le deuxième et le troisième confinement, et on relance cette grande enquête qui a lieu tous les ans depuis 6 ans maintenant. Vous allez certainement recevoir d'ici 10 jours par du multicanal, Palladio, Business Immo, EY, 33 organisations professionnelles qui vont vous spammer pour vous interroger dans le cadre de ces travaux. Répondez, c'est moins de 10 minutes, mais répondez. Philippe Depoux, juste la vision peut-être de l'investisseur institutionnel sur cette nouvelle hiérarchisation des classes d'actifs. Est-ce que finalement ce classement santé, logement, logistique versus commerce, hôtellerie, et puis le gros point d'interrogation bureau, mais on y reviendra sur le bureau, est-ce que ça parle à l'investisseur institutionnel, ça rebat les cartes
dans les critères et dans la politique d'investissement? En effet, ce qui vient d'être dit, c'est quand même un peu le constat général. Alors il y a le constat, il y a un peu de la méthode Coué aussi, il y a ou les convictions. Effectivement, le fameux. J'adore nos amis anglais, ils ont toujours le sens de la formule. Donc c'est le bed, shed, med, les lits, les entrepôts et le médical. Donc ça effectivement, ça fonctionne. C'est quelque chose d'ailleurs qui n'est pas propre à la France. Ça fonctionne un peu partout, en tout cas sur le marché européen. La Française est un acteur européen, donc on est sur plusieurs pays, très rapidement sur ces 3 sujets, mais on y reviendra certainement. La logistique aujourd'hui a le vent en poupe pour des raisons économiques dont on a parlé tout à l'heure. Après, il faut se méfier des tendances, il faut se méfier des modes. Moi, je trouve que la logistique actuellement est extrêmement chère. J'ai quelques souvenirs passés d'expériences logistiques dans des vies antérieures où s'il y avait un rendement relativement élevé, c'est qu'il y avait une bonne raison. C'est parce que c'est des actifs qui ne sont pas, dont la valeur n'est pas du tout sur le bâtiment ou sur le terrain, mais sur la signature. Donc, il faut se méfier un petit peu du sujet et peut-être effectivement là sur la logistique, l'échappatoire ou en tout cas ce qu'on peut peut-être expliquer, qui peut expliquer les valeurs d'aujourd'hui, c'est la logistique périurbaine parce que c'est une logistique dont on a vraiment besoin, qui permet d'ailleurs de transformer des actifs dont l'affectation ou l'usage n'est plus d'actualité et qui ont le mérite d'être, en étant périurbains, si demain il faut les rechanger en autre chose, ils ont le mérite d'être auprès des bassins d'emploi et des bassins de consommation. Donc on achète le foncier, là, en fait. C'est le foncier qui a la valeur. C'est ça. Enfin, le foncier et le bâti, en l'occurrence. Et là, ça peut justifier les valeurs d'aujourd'hui. C'est un peu rapide comme raisonnement, mais c'est un peu l'idée. Les logements, beds, donc les logements, et puis tout ce qui est on dit immobilier géré à côté, c'est-à-dire il y a les logements, il y a les résidences étudiants, il y a le co-living, il y a même les résidences senior service. Donc là, c'est tout ce qui est de l'immobilier d'habitation géré. Et l'immobilier d'habitation, tout ça répond finalement à un manque structurel d'offres. Donc effectivement, tout le monde s'y intéresse. Alors c'est des vrais métiers parce qu'il faut considérer l'immobilier, mais également l'exploitant. L'exploitant aura-t-il de façon pérenne la possibilité de gérer ces lieux? Donc, le modèle du co-living aujourd'hui n'est pas complètement assis. Le modèle économique du co-living, il est quand même toujours un peu à sa recherche. Le logement, on comprend assez bien. La résidence étudiant, on a eu une grosse pénurie. Il faut voir maintenant que certains marchés sont assez saturés, donc il ne faut pas trop se tromper. Mais globalement, c'est des marchés effectivement qui sont assez porteurs. Quant à la santé, je ne sais pas si on y reviendra, mais la santé, effectivement, aujourd'hui, sur le papier, fonctionne plutôt bien. Ça correspond à la silvérisation de l'économie. Ça correspond également aussi à une modification de l'offre médicale et de la recherche de ce que les gens veulent en matière de santé. Sur ce sujet-là, nous, on a une approche un peu pragmatique, non pas vers... on est en train de lancer un produit grand public santé, et on ne va pas se diriger vers les MCO et les EHPAD, qui sont des actifs pour moi un peu trop spécialisés et un peu trop dépendants du conventionnement, mais on se dirige plutôt vers ce que j'appellerais le médico-social, la médecine de ville, les bâtiments médicaux pluridisciplinaires, par exemple, où là je pense qu'il y a un vrai terrain à défricher et qui correspond à une vraie demande. Mais juste sur la santé, ça va rester une activité de niche ou ça peut devenir une classe d'actifs à part entière? Je crois qu'aujourd'hui, dans les portefeuilles des institutionnels, c'est entre 2 et 3%. Alors, ça dépend des portefeuilles de qui, parce que si vous regardez ICAD, pardon, tout court, bon, voilà. Si vous regardez Primonial, ils ont déjà une belle SCPI santé. Pierre Val est quand même la SCPI de toutes classes confondues qui collecte le plus d'argent cette année. Donc, bon, voilà, il y a une vraie demande. Mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste une claque. Je crois que c'est 10 milliards de volume par an en Europe. Donc, c'est vrai que c'est encore un domaine relativement marginal. Mais voilà, la silvérisation de l'économie, elle est partout. Les besoins de soins, les besoins de bien-être, les besoins de médecine de ville, elles sont là. On vit plus longtemps, on a besoin d'être accompagné sur la fin de sa vie. Donc ça, c'est des phénomènes structurellement amenés à se développer.
Il faut juste que la production suive et surtout qu'on trouve des exploitants pour le faire avec un modèle économique qui tient. Bon, côté commerce et hôtellerie, il faut vendre? Alors, il ne faut plus acheter? Moi, je suis bien l'éternel optimiste, donc vite fait, d'ailleurs sur des classes d'actifs qui ne sont pas forcément les plus représentées chez la Française, on est très, très peu placé en hôtellerie, nous, et puis nous, on est toujours en bail, hein, c'est très particulier, mais les SCPI ou nos clients institutionnels ne veulent pas de contrat de gestion, ils veulent du bail. Donc, mais ça, juste une petite remarque là-dessus, mais ce n'est pas tellement mon expérience la française, c'est mon expérience d'avant. La compagnie Le Bon, on était un exploitant d'hôtel. En fait, quand on parle d'hôtel de ville, de 4 étoiles, de boutique hôtel, c'est un marché extrêmement éparpillé, qui est dans les mains de centaines de familles ou d'individus qui ont beaucoup souffert. Et je pense qu'il va y avoir une consolidation de ce marché dans les mois à venir. Il va y avoir des affaires à faire. Et pour relancer ce business de façon probablement un peu plus professionnelle. Voilà. Et les commerces, on en parlait à l'instant, nous, on continue volontiers à croire à deux choses, c'est le commerce de ville, le commerce de centre-ville, parce qu'on est un acteur de la ville, nous, donc commerce de ville et commerce de bouche. À côté de ça, c'est plus compliqué. Voilà. C'est très clair, c'est très clair. Et le bureau, on y reviendra. Oui, on y reviendra, le bureau. On va faire une partie à part entière sur le bureau. Anne, du coup, comment ça évolue en termes de valorisation? Est-ce que on surprice la logistique, on la paye trop cher? Est-ce que le prix du logement a vocation à augmenter encore? Est-ce qu'à l'inverse, il faut brader le commerce? Moi, je suis encore vivante, hein, déjà. Bon, quand j'ai des invitations, on me dit « Oh là là, pas elle ». Bon, mais si, je suis là. Bon, voilà. J'ai résisté. Alors, moi, juste pour resituer globalement tous les actifs, moi, je pense que Covid, pas Covid, c'est juste une accélération de tendance, hein, de hiérarchisation, parce que pour le secteur résidentiel, il y avait déjà beaucoup de demandes auparavant. Donc ça a été délaissé pour des questions quand même juridiques. Je veux dire, c'est compliqué en France. Tous les fonds étrangers rêveraient, et les plus gros fonds rêveraient d'acheter des actifs en résidentiel. Ils n'ont qu'une trouille, c'est la législation. Donc quelque part, faut quand même le savoir. Alors j'ai rien contre rien. C'est pas un sujet. Moi, je dis juste que le bémol, c'est toujours la peur de la législation. Alors on a vu les compagnies d'assurance qui avaient vendu un peu au lot-par-lot parce qu'elles avaient aussi besoin de récupérer de l'argent pour se positionner sur d'autres typologies d'actifs. Mais on voit bien que bien avant le Covid, parce qu'on dit le Covid, on a dit là, maintenant on dit le, je crois, il y avait cette intention d'acheter sur le résidentiel. Alors avec, bien sûr, comme je le dis, toute cette peur de la législation et l'encadrement des loyers. La logistique, pour moi, on était quand même en retard. On a les chiffres de la FEVAD, on était, je crois, à 8%, l'Angleterre était à 20% sur le e-commerce. Donc quelque part, on rattrape un retard, donc il n'y a rien non plus de... Il n'y a pas eu de crise du Covid qui a fait que ça s'accélère. Oui, il y a une accélération, mais on était déjà en retard. Mais la logistique avec les taux de cap à 7, 8, il faut oublier, là, c'est une autre génération. On est trop vieux là pour ça? Oui, mais les taux bancaires étaient à 15% quand j'ai commencé. Maintenant, tu peux acheter ton appart à 0,2. Donc ça, on peut le redire aussi, tu vois. Donc, ok. Donc la logistique, on était en retard. Après, le retail bashing, il était déjà là. En fait, c'est une accélération de tendance. On voyait bien qu'il y avait beaucoup de centres commerciaux régionaux, on en mettait partout. De plus en plus alors, les investisseurs en commerce, grandes foncières vont me taper sur les doigts, mais c'est vrai qu'eux te disaient, quand on leur disait, mais pourquoi vous continuez de construire, de développer, en fait, il paraît qu'il faut continuer de développer, sinon la foncière, on lui tape sur les doigts. Donc il y a les comités d'investissement. Quelque part, on le savait quand même. Il y a eu beaucoup de choses. Moi, je me souviens, Monsieur Inly, qui est maire de Châlons, Benoît Paru, il y avait eu un petit déjeuner, il avait dit oui, le e-commerce, tu mets commerce, et je lui avais dit mais vous autorisez, enfin je ne l'avais pas dit devant tout le monde quand même, hein, j'avais chopé à la fin, j'ai dit écoutez, vous délivrez des permis tout autour de votre ville pour des retail parks, donc ce qui vide, c'est pas à l'époque, c'était même pas le e-commerce, c'est vous-même, et il me dit mais si moi j'autorise pas des retail parks autour de ma ville, c'est la ville d'à côté, le maire d'à côté. Donc déjà, les maires entre eux accordent des permis et développent. Et il y a plein de villes, on ne parlera pas de Vannes, on en a parlé hier soir, mais c'est pareil, on voit bien que donc quelque part, c'est pas la Covid et c'était déjà, ces tendances-là existaient déjà avant. Alors, il y a le sujet de l'hôtellerie.
L'hôtellerie, tu en parlais, Philippe, c'est très difficile. Les valeurs n'ont pas vraiment baissé en hôtellerie. Alors, je fais plus les hôtels chez Valuation, mais j'ai du mal à comprendre que les valeurs vénales n'aient pas plus baissé que ça. Mais ce que te disent les investisseurs, c'est qu'il y a quand même, c'est extrêmement compliqué d'acheter des hôtels aujourd'hui. Que les propriétaires, tous ceux qui gèrent en fait leur fonds de commerce, ils sont accrochés sur un prix et c'est extrêmement difficile de négocier. Et toutes les transactions qui existent, les valeurs sont encore très élevées, très élevées. Donc on est un pays de tourisme. Ce qui m'interpelle le plus, c'est ce que tu disais sur l'affaire, l'hôtellerie d'affaires, parce que moi je le vois pour mon groupe, on partait à l'étranger quand même assez souvent. Bon, maintenant, on voit qu'avec Zoom ou Teams, j'ai pas d'action chez l'un ou l'autre, mais avec toutes les réunions en distanciel, moi, je devais aller à Madrid la semaine dernière pour une conférence Valuation Europe. Moi, je n'y suis pas allée, je suis restée à Paris. Je me dis c'est bien pour la planète, alors moins bien pour Aéroport de Paris et pour les compagnies aériennes. Je culpabilise pour ça, mais je me dis je fais quand même un geste. D'abord, je ne vais pas me lever à 5h du mat'. Donc, je pense que cette hôtellerie d'affaires, moi, ça va quand même. Je pense qu'il y aura quand même des difficultés. Ouais, mais bon, je suis peut-être la seule à le penser. Le fameux bureau. Bon, alors le bureau. Ça va m'intéresser de savoir ce que vous allez dire, parce qu'il y a eu beaucoup de grosses... Alors, on a suivi, bien sûr, les Facebook, enfin, tous les grands groupes américains, parce que je suis dans une boîte américaine. Donc, alors, on va tous être chez nous, on va rester chez nous. Bon, évidemment, il y a eu des études qui ont été faites. On voit bien que la demande placée, elle a été divisée par 2. Ça va être encore difficile cette année. Mais je ne crois pas à une société, enfin des sociétés, des entreprises qui puissent créer si on est en Zoom ou en Teams. Moi, je le vois depuis le retour au bureau, c'est beaucoup plus vivant, il y a de la créativité. Donc oui, il y aura une baisse. Mais il y a eu des études de fait, je crois, par BNP c'était Nathalie Charles qui disait ça il y a 2 semaines. Là. Il y a eu des études de fait et il y aura beaucoup plus d'emplois tertiaires qui vont être créés. Donc est-ce que cette augmentation de création d'emplois tertiaires ne vient pas compenser le fait qu'on soit tous plus en flex et avec 2 jours ou 3 jours de télétravail? Ça, on va en parler. On va voir effectivement avec Muriel Batarnisien sur la stratégie immobilière de Stellantis. Juste avant, je vais donner quand même la parole à Olivier Colonna d'Istria pour avoir l'avis du banquier, parce que, in fine, et comme l'a rappelé dans son discours d'introduction Anne, s'il n'y a pas l'argent, on ne fait rien. Oui, voilà, le banquier... Donc, je pense le banquier, tout le monde attend le banquier, ça. il n'invente pas les produits, mais il met beaucoup d'argent, souvent plus que l'opérateur, pour faire des produits. Donc évidemment, il essaie d'avoir des idées là-dessus, mais il s'appuie beaucoup sur les études des sachants. Bon, ces tendances-là qu'on a évoquées, nous, on les vit également. On les vit d'autant plus que le groupe auquel j'appartiens, qui est BPCE, c'est Caisse d'épargne Banque Populaire, donc on est sur tous les territoires. Et à cet égard, je trouve qu'il y a un truc assez intéressant, c'est que on voit s'ouvrir des nouveaux territoires. Je pense que l'hypercentralisation autour de l'Île-de-France et que des grandes métropoles, on commence à voir des choses, enfin, on s'aventure dans des territoires où personne n'allait et où au fond, on voit que les évolutions qu'on a observées peuvent ouvrir la 3e, 4e couronne où pas un promoteur allait récemment. Quand on ne va plus au bureau que 2 fois par semaine, on peut bien être à 1h30 de Paris. C'est moins gênant que le faire tous les matins. Donc on voit s'ouvrir des nouveaux territoires. Donc ça, c'est assez intéressant. Sur ces classes d'actifs qu'on a évoquées, on voit la même chose. Et donc nous, qui prenons du risque, et encore une fois, on met 60%, là où l'opérateur en met 40%. Donc on met plus d'argent sur la table. On observe la même chose, on est prudent parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de classes d'actifs, et on va en parler tout à l'heure, sur lesquelles les repères sont quand même très difficiles à identifier. Les modèles économiques, on parlait d'éco, etc. On verra que si on est un peu cynique à la fin, on se dit qu'à la fin, le co-living, c'est jamais que du logement. Donc, au pire, ce sera du logement. Moi, je me méfie beaucoup, et comme Philippe, des effets de mode. La logistique, OK, mais c'est le jour où Amazon vous dit « OK, très bien, je reste, mais vous allez mettre un sprinklage nouvelle génération qui va vous coûter 100 € du mètre », votre truc, il ne tient plus du tout la route. C'est très dangereux, je pense, à trop valoriser ces choses-là. Il y a juste une chose qui vient protéger probablement de la valeur, et donc pour nous,
banquiers et pour les investisseurs longs, c'est le malthusianisme français qui fait que ce qui existe a une valeur parce qu'on n'en refera pas. Voilà, des grandes bases logistiques, bientôt, on ne pourra plus en faire parce qu'on ne pourra plus artificialiser des zones agricoles. Alors, on en fait maintenant sur des bases aériennes désaffectées, donc c'est très bien, mais il n'y en a pas beaucoup en France. Le logement, on voit bien que c'est très difficile de sortir des nouveaux quartiers, donc il faudra travailler sur les friches. Donc, cette lourdeur administrative qui est un handicap pour l'industrie immobilière, c'est aussi quelque part peut-être une petite protection de valeur. Alors je trouve que c'est pas très vertueux au fond, mais si on est un peu, voilà, on observe ça avec un peu de cynisme, c'est un peu ce qui peut protéger. Juste un mot sur les alternatives et sur les opérateurs. Quand on doit financer l'immobilier de santé ou du co-living, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le sous-jacent immobilier d'abord, on regarde la qualité de l'opérateur, il faut regarder les deux. Alors, quel est un peu le réflexe du banquier maintenant? Alors, on essaie de regarder tout, mais par exemple, si on prend les exploitants des co-immobiliers, honnêtement, leur modèle économique, aujourd'hui, il n'est pas lisible. Donc, nous, par exemple, on finance pas mal d'opérations de co-leasing. Il y a beaucoup de modèles aujourd'hui. Donc, on les essaye tous, parce qu'on se dit qu'à la fin, c'est une grosse maison en banlieue divisée en 5 appartements. Au pire, on en refera une grosse maison. C'est un immeuble dans lequel on a mis des parties communes. Donc, on ne prend pas beaucoup de risques, parce qu'aujourd'hui, on est incapable de lire le modèle économique de ces structures-là. C'est vrai aussi probablement du coworking. Il y aura sans doute un modèle économique dominant qui va arriver. Aujourd'hui, on ne les voit pas. Donc, honnêtement, aujourd'hui, le banquier, il regarde évidemment l'expérience, le sérieux de l'exploitant, mais il ne peut pas se baser sur son modèle économique. Donc, c'est l'actif immobilier qui va être le critère principal. Et quand l'immeuble devient mixte, quand on parle des nouveaux usages et de cette mixité des usages, et on va en parler un petit peu pour voir au niveau de la ville, mais à l'échelle du bâtiment, avant on finançait un immeuble de logement, un immeuble de bureau, un centre commercial, une plateforme logistique. Quand on commence à mettre une multiplicité d'usages, en plus peut-être une multiplicité de modèles économiques, comment on finance tout ça? Alors, je pense que c'est... de risque supplémentaire, ça se... Je ne sais pas si c'est un risque supplémentaire. Il y a un risque de compréhension, et celui-là, il est vrai, mixte ou pas mixte. Mais après, on a tendance à se dire qu'un immeuble qui a 3 vocations, au pire, il y en a une des 3 qui, à un moment, va être en faiblesse. Un immeuble, vous avez du commerce, du bureau, du logement, tout ne dégringole pas ou n'accélère pas au même moment. Donc, c'est pour un banquier dont le rôle est d'essayer de mixer les risques, c'est plutôt une bonne chose. C'est plus compliqué à analyser. Le métier de banquier, je le dis toujours, je te l'ai déjà dit, ça fonctionnait très bien avec une règle de 3. Si on savait faire une LTV, un DSCR, on pouvait à peu près tout faire. Ce qu'on expliquait aux jeunes. Bon, c'est un peu moins vrai aujourd'hui. Il faut être capable d'analyser un exploitant. Moi, je ne sais pas dire quel est le rendement d'un exploitant qui s'occupe d'animer le co-living d'un immeuble de 8 logements partagés. Bon, ça ne sait pas se mesurer, alors que moi, une LTV, je sais encore faire, un DSCR, je sais encore faire. Encore que maintenant, comme les loyers fixes, on voit bien que c'est quelque chose qui va disparaître, y compris pour le bureau progressivement. Moi, je savais faire, voilà, j'ai un loyer, un bail de 9 ans, j'ai une valeur d'immeuble, j'ai un taux d'intérêt, puis je vois à peu près comment je vais financer ça. Si on me dit, le loyer, ça va dépendre du nombre de personnes qu'il y a dans l'immeuble, à un moment donné, puis c'est ce qu'on fait très bien dans l'hôtellerie. Les banquiers de l'hôtellerie font ça depuis très longtemps. Il va falloir que nous, banquiers de l'immobilier traditionnel, on sache analyser un fonctionnement en PropCo et OpCo, ce qu'on ne faisait pas sur l'immobilier de base. Donc, des gros changements à venir. Sur cette mixité d'usage, Christophe, est-ce qu'aujourd'hui ça devient la nouvelle doxa au niveau des territoires, au niveau des villes? Si je veux arriver avec un projet immobilier, si je n'ai pas 3 sorties possibles, 10 usages possibles, j'ai aucune chance? Au niveau des territoires, je vais rebondir sur différents propos qui ont été tenus. Avant la mixité, il y a beaucoup d'autres choses qui soucient les élus. Moi qui travaille beaucoup pour tous les élus et toutes les métropoles, le premier c'est le foncier. Effectivement, le zéro artificialisation nette, là, c'est vraiment une réalité. On en parlait depuis 4, 5, 6 ans avec les élus, mais depuis 18 mois, et les nouveaux exécutifs, là, ils se rendent vraiment compte que maintenant, ils se font retoquer de leur zone par les préfets, ils remettent à jour tous leurs documents d'urbanisme, et ça change fondamentalement... ça va changer fondamentalement quasiment toute la fabrique d'une ville, parce que ça fait des dizaines d'années qu'on est habitué à, pour développer une ville et un territoire, on s'étend, on crée.
Donc on crée des nouveaux immeubles de bureaux, on crée des lotissements, on crée des commerces, voilà, on se développe par croissance. Et donc ça, intellectuellement, je pense que à la fois les élus et à la fois les services, nous on le voit dans nos missions de consulting, ne sont pas préparés, encore, et ils se prennent là le choc de plein fouet. Et je pense qu'ils sont assez démunis en matière de réflexion pour se dire, du coup, quel est le modèle de développement si ce n'est pas un modèle d'extension urbaine. Ça, avant la mixité, ça c'est le premier sujet qui les préoccupe. Le deuxième sujet qui les préoccupe, moi, que je vois sur le terrain, c'est comment je dialogue avec ma population, et mes citoyens, mes électeurs. Il y a une vraie crise électorale, hein, quand on voit que 85% des moins de 35 ans n'ont pas voté au régional et au départemental. Il y a un problème de légitimité démocratique. Et ça rejoint d'ailleurs la question de comment je fais de l'aménagement de la ville, puisque j'ai des recours, j'ai des collectifs qui se créent, et j'ai du mal à passer en force parce que moi-même élu, je ne me sens pas légitime. Et ça, c'est une autre question qui interpelle les élus quand on fait du projet urbain et de l'immobilier. Hein, c'est comment je redialogue avec ma population. Et quelque part, tout le monde en a un peu peur, hein, de ce dialogue-là sur les grands projets. On parlait des grandes bases logistiques. Effectivement, maintenant, c'est quasiment impossible, presque même sur une base aérienne. Enfin, moi qui ai fait beaucoup de reconversion de sites militaires, l'argument de l'emploi ne suffit plus. Il y a 10 ou 15 ans, on disait après tout, c'était un site de 100 hectares fermé, il est pollué, il y a des munitions enterrées, il y a une piste de 2 km pour faire décoller un avion, après tout, on met les entrepôts autour, ça ne gênera personne. Maintenant, les vraies réflexions, c'est comment je renature l'espace, je le rends à l'environnement. Et finalement, l'argument de l'emploi n'est plus un argument. On le voit sur le Center Park qui a été abandonné en Isère, on le voit sur d'autres grands projets. L'argument n'est pas suffisant. Donc avant la mixité, il y a cette préoccupation du dialogue avec les citoyens qu'il faut intégrer quand on est un acteur de l'immobilier. Hein. C'est comment je co-construis, ça personne sait bien faire. Hein. Et le troisième sujet avant la mixité, c'est le climat. Je pense que là encore, alors à la fois c'est une évidence et à la fois on sent que c'est très très prégnant. Maintenant, si vous discutez avec un maire, un élu, alors à la fois dans les exécutifs gagnés par Europe Écologie Les Verts, mais chez tous les autres, il y a quand même une course au plus durable, au plus vert, au plus efficient. Et malgré tout ça, on parlait de R&D tout à l'heure, de matériaux, enfin tout le monde se cherche et on a un niveau de culture en général, enfin très vite c'est des sujets techniques où quasiment personne ne sait vraiment de quoi il parle. Et pourtant, en face de vous, vous avez le maire, l'élu, les services, puis les citoyens derrière, puis les associations qui ont des fortes attentes. Et ça, c'est une préoccupation qui est quand même assez forte. Et effectivement, alors il y a la mixité, mais pour moi, qui est vraiment un sujet parmi d'autres quand je discute avec les élus. Et sur beaucoup de sujets de mixité, vous en parliez, le quelque chose. Alors, à la fois, quand on le regarde sur des plaquettes, sur des vidéos 3D, effectivement, à titre personnel, on se dit, notamment dans le logement, quand on voit les rooftops partagés, les chambres d'hôtes, enfin un certain nombre de choses, on se dit c'est génial. Et après, moi, ça m'interpelle sur 2 points. C'est que si on regarde les résidences des années 60, il y avait des espaces partagés, hein. Il y avait des grands espaces verts, il y avait des salles communes, il y avait, enfin, je veux dire, ça a déjà existé. Et la deuxième chose qui m'interpelle, moi, je suis aussi président du conseil syndical d'une copropriété de 250 logements. C'est compliqué de choisir la peinture d'une cage d'escalier. C'est compliqué de savoir s'il faut tondre la pelouse maintenant ou s'il ne faut pas tondre la pelouse pour des raisons écologiques. Donc il y a 2 groupes qui s'opposent, ceux qui vous disent on va laisser en espace donc tout ça sur naturel, un rooftop, c'est sauvage. quoi. Et donc moi, sur toutes ces innovations du code des rooftops, etc., je me dis comment ça va passer le cut dans la vraie vie de ma chambre d'hôte. Qui c'est qui choisit la réservation du 24 décembre quand il fait venir sa famille, quand vous avez 200 copropriétaires et une chambre? Et donc moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est comment tout ça va passer le cap de la vraie vie, quand on voit quand même dans une copropriété et dans la société en général, tout est quand même très très compliqué. Et d'ailleurs, dans les résidences des années 60, les salles communes ont fini par être vendues, hein, quasiment toutes, parce que quand on paye 2 millions d'euros en ravalement, on vend sa salle commune de 100 000 euros, et puis finalement, il n'y a plus d'espace commun. Donc effectivement, dans le co, à la fois sur les plaquettes, c'est séduisant, et à la fois, moi, j'ai une vraie interrogation personnelle sur comment, dans la vraie vie, ça va fonctionner tout ça. Très clair. Dans ces nouvelles frontières de l'immobilier qu'on a un petit peu dessinées, j'aimerais bien avoir l'avis de Marielle Batarnisien.
et de l'utilisateur. Comment vous vous adaptez finalement vos stratégies immobilières dans ce contexte qui est réellement mouvant? Marie Albaye, un micro. Juste avec le micro, c'est mieux. Donc, que dire? Notre stratégie, elle n'est pas celle des investisseurs, elle n'est pas celle des banquiers, elle est surtout tournée autour du core business, hein, et donc de l'industrie, puisque je fais partie d'un groupe qui construit des voitures, qui vend des voitures. Et donc, notre immobilier, alors déjà pour placer un petit peu l'image globale, on a 5 classes d'actifs, qui est de l'industriel, qui est donc déjà un actif un peu particulier par rapport à ce dont on parle actuellement. Donc de l'industriel, du bureau, bien entendu, de la logistique, des centres de recherche et de développement d'une manière générale, on va dire du tertiaire, un peu léger, et puis du commerce. Donc, classe d'actifs extrêmement différents. Alors, on peut prendre la stratégie, elle est différente aussi en fonction des classes d'actifs. D'une manière générale, peut-être, pour dessiner les grandes lignes de la stratégie, je dirais que dans un groupe industriel comme le nôtre, chaque mètre carré a un coût. Il a un coût économique, et il a un coût en termes d'environnement. Et ce sont 2 préoccupations majeures, 2 préoccupations vraiment majeures du groupe. L'environnement, ne pas émettre de CO2, enfin arrêter de polluer la planète. Et c'est rentrer vraiment dans l'ensemble des réflexions du groupe. Et le deuxième, bien ne pas payer, ne pas avoir des coûts d'exploitation liés à l'immobilier, à un immobilier qui ne serait pas utile et qui n'apporterait rien. Donc, c'est la chasse au mètre carré. Et ça tombe plutôt bien, parce qu'on pourrait se dire qu'il n'y a qu'une réflexion de cost savings et d'économie, mais ça tombe. Enfin, les 2 pôles, à la fois recherche environnementale et économique, se rejoignent. Se rejoignent parce qu'en réduisant les mètres carrés, forcément, vous réduisez, il y a un impact colossal sur les émissions de CO2, et ça entraîne aussi des nouveaux modes de travail. Donc, on intègre complètement la réflexion RSE, à la fois au niveau social, puisque les gens s'y retrouvent en termes de je me déplace moins, il y a un bien-être au travail, sur les lieux de travail. On reconfigure complètement la partie bureau, mais aussi la partie industrie. La logistique, en compactant et en essayant de rationaliser au maximum les mètres carrés, on rationalise aussi nos émissions de CO2, notre pollution et le besoin de mètres carrés qui peut être revitalisé ou redonné, on va dire, à la société civile et à l'environnement. Voilà, donc c'est vraiment une stratégie qui est basée sur ces 2 axes, la réduction de mètres carrés et le RSE. Que je comprenne bien sur la réduction de mètres carrés, ça va y compris jusqu'aux concessions automobiles, aux espaces de vente? Oui, oui, tout à fait. Alors, on s'est rendu compte, enfin, je pense que tout le monde, on est tous à peu près parisiens ou on a affaire à Paris. La ville de Paris, par exemple, n'est pas très favorable aux véhicules. Donc, vous vendez des vélos aussi? Hein, non, plus maintenant. Plus maintenant? Non, non. Ah zut. Moi j'avais souvenir des vélos Peugeot. Vélo Peugeot, mais non. C'est Bernard Thévenet et compagnie, je suis trop vieux, moi je suis vraiment une non, autre génération. C'est fini. Mais on continue à vendre des véhicules et aujourd'hui, bon, très clairement, il y a une politique, mais pas que sur Paris, d'une manière générale. Le véhicule à l'image d'une... Alors, on s'améliore et toutes les recherches et toutes les innovations vont aujourd'hui vers le véhicule vert, électrique et autres, parce qu'il y a beaucoup de recherches qui sont en train d'être faites. Disons qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'électrique qui est en avance. Mais
nonobstant toutes ces améliorations et toutes ces recherches, très clairement, le véhicule n'est pas très bienvenu. Aujourd'hui, on trouve du vélo, on voit bien les places de stationnement, etc. C'est plutôt consacré, on laisse la priorité à ce type de mobilité. Donc, sur les villes, les centres-villes, important, c'est plutôt, on quitte le centre-ville en termes de vente, en termes de concessions, points de vente, donc retail. On quitte le centre-ville pour ou l'Internet. Alors, certes, c'est un peu polluant aussi, mais un peu moins. Donc, on quitte le centre-ville pour l'Internet, mais aussi pour les centres périurbains, avec, je dirais, une plus grande globalisation. L'esprit des différentes marques, toutes les marques, chacune a son point de vente, sa concession, etc. Aujourd'hui, le groupe étant après fusion, donc une fusion qui est intervenue en début d'année, devenue extrêmement important et disposant de 14 marques, on s'achemine plutôt sur des motor village. Donc des motor village, regroupement de plusieurs marques au même endroit. Et le client qui veut venir voir son véhicule, il va sur un motor village et ça permet aussi d'optimiser, de rationaliser les surfaces. Ce que je comprends en fait, c'est que vous cherchez aussi une intensité d'usage de vos mètres carrés. Vous aviez presque des mètres carrés qui dormaient, entre guillemets. Alors, ils ne dormaient pas puisqu'ils étaient là, mais disons qu'ils étaient très confortables et peut-être pas rationalisés ou optimisés. Donc aujourd'hui, les mètres carrés sur le commerce, très clairement, sur les usines aussi, puisque toutes les usines, on est en train de revoir le mode de fonctionnement interne des usines pour intégrer forcément des nouvelles technologies et optimiser les espaces et l'organisation. Et c'est valable également pour les bureaux. Alors là, les bureaux, on abordera peut-être. On va en parler juste. J'aimerais bien peut-être une réaction un peu du panel à ce qu'on a entendu et peut-être sur la notion d'usage. Au bout d'un moment, est-ce qu'une valorisation au mètre carré a encore un sens? Est-ce que demain, ce n'est pas la valeur d'usage qu'il faudra, Madame l'experte et Monsieur le banquier? Le mètre carré, je ne sais pas, à l'usage certainement, et la consommation en fait. Typiquement, notre groupe étant dans le cadre d'une très grosse réforme de son immobilier, on est en train d'investir les tours du haut à Ivry, qui ont été imaginés il y a 6 ans. On devait y mettre sans doute 8000 personnes, on n'en mettra peut-être que 5000. Donc on voit bien qu'il faut faire. Donc on va passer, je crois, le groupe sur l'Île-de-France de 28 immeubles à 9. Donc il y a vraiment, alors probablement ils étaient pas forcément, alors pas forcément très bien utilisés, mais je trouve que ça va avoir un effet important. Et vous parliez de la densité d'utilisation. Je vois moi, dans mon entreprise, grosso modo, on avait fait le calcul qu'avant Covid, grosso modo, 80% des postes étaient occupés entre les vacances, les absents, les déplacements, etc. Bon, nous, le coefficient que le groupe a décidé de mettre en place, c'est 60%. Très bien. Sauf que ça va être 60% effectif. C'est-à-dire que jusqu'à présent, un collaborateur sur son bench, il avait en général pas son voisin de droite, probablement personne en face à face, ou en tout cas une fois par semaine. Demain, dans nos surfaces, la totalité des places sera occupée. Et donc ça va générer une densité, alors qui peut être fertile en termes de créativité. Il va falloir qu'on veille beaucoup à ce que la qualité de vie au travail soit réelle, parce qu'on va passer d'un espace distendu à un espace très concentré. Alors, plus efficace sans doute, parce qu'on aura des lieux de co-création, etc. Et puis on aura des canapés jaunes, et que tout ça est très bien. Mais la réalité du vécu, en tout cas, c'est ce qu'on travaille, des collaborateurs, c'est qu'ils auront un voisin à droite, à gauche, devant, derrière, et de proximité, ce qui n'était plus le cas depuis bien longtemps et avant le télétravail. Donc je trouve que la densification, c'est quand même un point qui évidemment a des vertus économiques, ça échappe à personne. Ça va quand même induire aussi un regard sur le travail au bureau qui va être un peu différent. Pour reprendre ce que vous dites, et c'est tout à fait ça, cette densification, je parlerai pas de densification, mais plutôt d'optimisation des espaces. Elle s'accompagne par un mode de changement
les modes de travail. On ne va plus travailler au bureau tous les jours, on va travailler de chez soi. Donc le télétravail est extrêmement important et la période Covid a révélé que oui, les gens pouvaient travailler de chez eux. Et tous les matins, je prépare mon petit cartable, je prends mon paletot et je pars au bureau. C'est un peu fini. Enfin, en tout cas chez Stellantis. Et donc, on a développé chez Stellantis, et c'est quelque chose qui avait été lancé avant le Covid, parce que je crois que Peugeot était déjà, PSA, le groupe PSA était assez précurseur sur le sujet. Ça n'a fait que s'accélérer avec le Covid en termes de nouveau mode de travail. Alors, on a appelé ça NEA dans le groupe, c'est le New Era of Agility. Donc, les gens sont formés, on leur explique, il y a des ressources colossales qui sont mises en place pour expliquer aux gens comment est-ce qu'ils vont travailler, aux managers comment est-ce qu'ils vont manager, parce que quand vous avez toute une équipe de 50, 20 ou même 100 personnes qui travaillent de chez soi, c'est très compliqué. Et donc, voilà, c'est un nouveau mode de travail. Ce n'est pas seulement de l'immobilier, ça doit être accompagné d'une nouvelle conception de la façon dont on s'organise et on entretient les relations professionnelles au sein des bureaux. Le ratio de télétravail chez vous, il est de combien? Alors, le ratio cible? Oui, c'est 70%. D'accord. Et 30% bureau. Ok. Une réaction? Ça a jeté un froid. Donc je demanderai après aux investisseurs. Je voulais rassurer Olivier parce qu'on avait fait les études, on a déménagé il y a 4 ans. Bon, je ne suis pas au siège, hein, mais juste à côté. Mais bon, pour l'immeuble du siège, rue de Prony, en fait, il y avait des études. Donc effectivement, c'était peut-être un 70% de présence. Donc on est passé totalement en flex. Donc même chez Valuation, on est dans l'immeuble de TV5 Monde sur un plateau, mais il n'y a jamais personne. C'est rare qu'il y ait quelqu'un en haut, en face, à droite, à gauche. Enfin, comme il y a le télétravail, alors moi je suis un peu cool comme manager, parce que je pense que je vais être très, très synthétique. La personne qui est feignasse, elle est feignasse chez elle. Ou, voilà, donc du coup, il n'y a pas de... Non mais sérieux. Donc télétravail, 17 mars, tout le monde est en télétravail. On a fait une année, bon voilà, tout le monde a bossé. Il y avait déjà le VPN, etc. Donc en fait... Comme on avait déjà accordé ça, il n'y a pas eu de... Ça va bien se passer dans les Turdos, je pense. Alors, j'ai aucun problème. C'est juste que comme on a réduit quand même la quantité de surface, c'est la densité, elle est liée à ça. Faire du flex avec la même surface, il n'y a aucun sujet. Hein. Ouais. Alors nous, on a eu moins de surface, mais comme les collaborateurs avaient déjà l'accès au VPN après les visites, ou pas, ils pouvaient travailler chez eux. Donc, moi, Anne, je crois plus à la confiance. Moins de surface, mais davantage, mais une plus grande intensité d'usage. Est-ce que ça se... Mais tu as des salles. En fait, on a fait beaucoup de salles. Il y a des salles de réunion, si tu veux. Avant, on se battait pour avoir des salles. On se tapait dessus. Parce que, bien sûr, il fallait réserver des salles. Personne ne réserve les salles. Enfin, bon, sauf avec les clients, quand même. Hein, mais on ne réserve pas les salles. Donc là, il y a beaucoup plus de salles. Il y a moins d'espace de bureau, mais il y a beaucoup plus de salles. Et les collaborateurs, il y a des salles de 2 personnes, 3 personnes, des focus rooms. Enfin bon, après, comme on a un peu le showroom de l'IMO, il fallait aussi que ça soit ça. Mais ça se passe, moi je pense que ça se passe plutôt bien. Et juste la question sur la valeur d'usage, pour le moment, je suis désolée, mais les banquiers, ce que monsieur, c'est vraiment le loyer, quel est le loyer, la durée du bail, la qualité du locataire. Alors évidemment, pour l'hôtellerie, pour la santé, c'est d'autres modèles. On dirait la méthode d'idération professionnelle, entre guillemets, même si c'est plus compliqué que cela. Mais la valeur d'usage, oui, on en a déjà parlé pour le coworking, exactement. Est-ce qu'il y a le goodwill? Il y a des fichiers, on voit bien que WeWork avait des fichiers, était concurrent des sociétés de brokerage. Donc là, comment tout ça est valorisé? Mais c'est la même chose que pour un hôtel avec la restauration, la location de salles. Bon, les modèles, ils sont faciles à appliquer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la question. C'est un peu prématuré, mais je pense qu'on va y venir. Oui, bien sûr, je pense. Je dirais qu'en termes de valorisation, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on puisse trouver ces espaces, parce qu'on va parler d'espace, hein, de lieux de travail, qui soient modulables et flexibles, parce que chacun va trouver son organisation dans cette
dans cette nouvelle organisation. Et ça passe forcément par des espaces collectifs, des espaces open, des espaces individuels, mais pas de bureaux privatifs. Et tout ça doit pouvoir bouger, parce qu'en fonction des densités, des personnes, l'entreprise bouge, on recrute, on a moins de besoins. Et donc, les nouveaux layouts, aménagements de bureaux doivent pouvoir facilement et très aisément être modulables. Elle va jusqu'où la flexibilité? Jusque dans le bail? De sortir d'un bail et d'aller sur un contrat de prestation de service? Oui, pourquoi pas. Philippe Depoux, comment ils s'organisent du coup les investisseurs institutionnels, dont je rappelle que la première classe d'actifs est le bureau? Alors effectivement, la Française en a un exemple, puisque on gère 28 milliards de patrimoine, et sur les 28 milliards, on a en gros 2/3 de bureaux. Donc ça fait quand même 18 milliards d'immobilier de bureaux à gérer. Alors moi, je suis assez serein sur le sujet. Les débats qui ont eu lieu sont effectivement les sujets du moment, peut-être quelques éclairages un peu différents. Stellantis est sur un métier qui est, je ne le fais pas à votre place, mais c'est un métier, le métier de l'automobile, qui est en bouleversement profond pour faire face notamment au sujet de la fin des énergies fossiles et des énergies, le remplacement par des énergies qui ne sont pas très claires en ce moment, entre l'électrique, l'hydrogène, etc. Et donc je crois que Stellantis assez vite est apparu sur la scène de l'immobilier de bureau comme étant annonçant effectivement de la restitution de bureaux de façon très très importante. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Nous, sur notre patrimoine bureau, on constate l'arrivée de plein d'acteurs de la nouvelle économie qui sont des consommateurs de bureaux, il ne faut pas en douter. Moi, j'aime bien de temps en temps les chiffres. À fin septembre de l'année 2021, nous avons loué ou reloué 200 000 m² sur notre patrimoine de bureaux, avec une absorption nette. Ça veut dire qu'on a baissé notre taux de vacances. On a loué 2 fois plus que l'année dernière et à peu près au niveau de 2019 en bureau. Donc aujourd'hui, on ne constate pas d'hémorragie de surface sur le patrimoine. On le suit comme le lait sur le feu, vous pouvez bien imaginer ça. Et en fait, tous ces phénomènes des nouveaux consommateurs de bureaux venant d'une économie différente peut-être de certaines économies plus classiques que peuvent être la banque ou que peuvent être l'industrie automobile, c'est un fait. Retenir les talents, ça reste plus que jamais un fait. Aujourd'hui, nous, on est un acteur de la ville, on est un acteur de la centralité. Les jeunes talents aujourd'hui, c'est des gens qui aiment vivre en ville, c'est des gens qui aiment avoir tout à portée de main, qui aiment bien venir au bureau parce que la vie chez eux, elle n'est pas forcément très drôle, pour des questions d'espace, pour des questions de famille, d'enfants, tout ce qu'on peut imaginer. Nous, depuis qu'on a réouvert les vannes du retour au bureau, on a une population assez jeune à la française. On est obligé de se battre pour faire respecter une espèce de jauge qu'on remonte sans arrêt. Donc, il y a un retour au bureau. Moi, j'ai souvent dit pendant la crise Covid, comme tu disais, on s'est tous très bien adaptés. Les systèmes informatiques, finalement, avaient été un peu éprouvés. Et finalement, on s'est tous très bien adaptés. Mais si on s'est bien adapté à un télétravail massif, c'est parce qu'on avait une économie aussi un tout petit peu en sommeil ou en ralentissement. Là, l'économie, elle repart. Dans les bureaux, ça repart. Et les gens y reviennent parce qu'ils ont besoin de se voir, de créer de la sérendipité, de fonctionner, de fonctionner ensemble. Pardon. Donc oui, certes, il va y avoir une partie plus importante de télétravail par rapport à avant, ou en tout cas de travail dans d'autres lieux qu'au bureau. C'est compensé, nous on a même des réflexions sur notre siège de Boulevard Raspail sur plus de flex desk, c'est pas du flex office, c'est du flex desk, c'est-à-dire par zone, par micro-zone, par micro-direction, il n'y a plus de place attribuée, mais donc on va réduire effectivement par rapport à 100 personnes, on va effectivement se mettre peut-être à 70 ou 75 postes, mais à côté de ces postes-là, on va créer
des espaces, plein de salles de réunion, tu le disais, de salles de réunion, de salles de réflexion. Je ne parle pas forcément du canapé et du baby, ça fait partie du truc, mais j'encourage ceux qui ne l'ont pas vu à visiter le siège de Pernod Ricard, qui est à la gare Saint-Lazare. C'est assez incroyable. C'est extrêmement... alors on parle de client-centric, là c'est vraiment customer-centric, collaborateur-centric. Et je pense que c'est très bien réussi. Sur la demande de flexibilité et sur le shift entre le bail commercial et le contrat de prestation de service ou le contrat de management, est-ce qu'il y a ce mouvement qui s'opère aussi sur le bureau? Et derrière, quelles sont les implications quand on va voir son banquier avec sa règle de 3? Alors, je ne sais pas si on va en parler maintenant, mais pour moi, je disais, l'avenir du bureau, je ne suis pas inquiet, je suis même plutôt serein. Simplement, le bureau de demain, il va être différent du bureau d'hier, donc il faut l'appréhender par 3 biais que sont le verdissement, la flexibilité et le service. Peut-être qu'on va y revenir. Si, on peut y aller là. On peut y aller, d'accord. On va revenir sur le verdissement. Mais juste sur l'histoire du bail, parce que finalement, ça va rencontrer cette notion de flexibilité que tu évoquais à l'instant. Nous, on a déjà mis en place dans certains de nos immeubles de bureaux, alors ce sont des baux, mais ce sont des baux de bureaux avec une partie fixe et une partie variable. Ça, on l'a déjà mis en place. Et donc, avec des coworkers. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément le temps d'aborder tous ces sujets-là, mais les coworkers aujourd'hui sont en train de faire évoluer leur modèle vers le coworker type WeWork qui prend à bail plein pot les surfaces et qui derrière essaye de faire dérouler son modèle. On en voit bien la limite. Et donc aujourd'hui, vous allez avoir des coworkers qui vont être de plus en plus des simples prestataires de services ou éventuellement des preneurs à bail, mais sur des formules un peu hybrides de bail avec bail bureau, avec du loyer fixe et du loyer variable. Et nous, on regarde, on teste sur le patrimoine ce genre de système parce qu'en fait, pour moi, il a un sens. Et la question a été posée tout à l'heure. J'ai eu la chance d'avoir une discussion avec le patron monde de WeWork. Le patron monde de WeWork, il est assez, on va dire, humble en ce moment, compte tenu de ce qui s'est passé chez WeWork il y a quelque temps, mais ils ont une vraie conviction sur le coworking comme étant plutôt un modèle de service hybride. Et lui, il est convaincu, et je partage assez bien son point de vue, donc ça va être intéressant d'en parler au niveau d'expertise, qu'on aura une partie de l'occupation des bureaux qui fonctionnera en management de contract. On va y venir comme dans l'hôtellerie. Comme dans l'hôtellerie. Donc on va caler les méthodes de valorisation qu'on a dans l'hôtellerie. Voilà, donc pour moi le bureau... Alors, petite précision, mais ça tout le monde s'en doute, ce qu'on vit actuellement avec le Covid, toute cette période où on discute autour du télétravail, ça a polarisé l'immobilier de bureau. L'immobilier de bureau corps central s'en sort bien. On a commencé le début des expertises de fin d'année, on commence à voir les tendances, il s'en sort bien. Par contre, effectivement, les bureaux un peu isolés, un peu les campus un peu éloignés, un peu datés, ceux-là, ils vont souffrir. Donc cette polarisation, elle existe. Et donc moi, je dis simplement, c'est un petit peu la conviction qu'on a à la française avec notre centralité, c'est que l'immobilier de bureau, pour qu'il c'est pas qu'il survive, pour qu'il passe à l'étape suivante, il faut qu'il ait effectivement ces 3 possibilités qui sont, ces 3 actions, le verdissement, la flexibilité et le service. Donc le verdissement... On en est où sur le verdissement? Parce que je crois que Marie-Alba, vous, c'est un must-have, c'est-à-dire que si ça coche pas toutes les cases au niveau environnemental, vous regardez même pas. Non, pas pour les nouveaux bureaux. Effectivement, on est en train de reconsidérer donc nos implantations compte tenu de notre concentration ou optimisation d'espace et donc en recherche et en train de développer en fait des nouveaux campus de regroupement de l'ensemble de nos espaces bureaux. Et dans ce cadre-là, en fait, les 3 critères là qui viennent d'être développés sont exactement ce que l'on recherche. Le verdissement, la partie environnementale, la construction même des nouveaux bureaux avec les constructions en bois, autosuffisants en termes d'énergie, etc. Enfin, tous ces aspects-là sont pris en considération et je crois que
on est obligé de le faire parce que si on s'aligne sur une démarche RSE et que l'on souhaite avoir un immobilier respectueux de la planète, et on est obligé de regarder uniquement dans ce sens-là. Bon, la flexibilité, on en a parlé tout à l'heure, et puis le dernier critère également. Donc tous ces éléments-là sont absolument essentiels pour, en tant qu'occupant pour nos futures implantations. Sur le verdissement, Philippe, sur le patrimoine existant, c'est quand même un challenge assez important. Je vois un peu pour le neuf, ce que je comprends, c'est qu'on va encore construire du bureau, si j'ai bien compris. En fait, le problème du verdissement, alors moi le mot je ne l'aime pas forcément beaucoup, mais on va dire l'ESGisation ou l'ISRisation des immeubles, parce qu'il faut prendre en compte quand même les autres critères qui sont, non pas le vert, mais la gouvernance et le sociétal. Mais sur ce sujet-là, le problème, c'est pas je dis toujours, c'est pas le flux, c'est le stock. Le flux, donc c'est ce qui rentre, tout ce qui sort. On vend des actifs pour un certain nombre de raisons, dont éventuellement la non-verdabilité, excusez-moi du mot, de l'actif. Bon, pourquoi pas, a priori on trouve des acheteurs, donc ça tombe bien. Après, à l'acquisition, nous, on a des cahiers des charges assez draconiens sur la typologie d'actifs qu'on veut, notamment du côté des méthodes constructives, des futures consommations, etc. Donc on est assez... que ce soit en logement, que ce soit en bureau ou en d'autres activités. Donc ça, c'est le flux, ça se gère. Enfin, encore faut-il que les promoteurs nous suivent et qu'on ne sombre pas dans des histoires de prix, ce qui est un peu compliqué en ce moment, mais globalement, ça se gère. Ce qui est compliqué, c'est le stock. Quand on gère 18 milliards d'immobilier de bureaux, ça fait plus de 1000 lignes. Donc on a des fameux plans pluriannuels de travaux dans lesquels on essaye d'intégrer évidemment du verdissement. Globalement, la stratégie, c'est de dire on verdit petit à petit et puis on fait des grands soirs à chaque fois que locativement on peut le faire, parce que c'est pas toujours simple. C'est des sujets parce que ça coûte, parce que parfois on a, c'est nous qui payent, c'est nous. Alors après on le retrouve dans les valeurs, on le retrouve dans les loyers aussi. Je suis assez optimiste là-dessus, mais voilà, c'est un sujet qui reste compliqué et qu'il faut absolument régler. Je pense que tout le monde, on n'a plus le choix. Je veux dire, aujourd'hui tous nos fonds sont labellisés ou sont inscrits à l'article 9 du règlement disclosure. Donc c'est quand même un certain nombre d'engagements qu'il faudra qu'on tienne. On reviendra probablement tout à l'heure sur les données, mais voilà, c'est le sujet. Je voulais revenir juste sur les deux autres aspects que sont la flexibilité et le service, parce que la flexibilité, elle n'est pas simple. Le décret de 53 est un espèce de totem qui est compliqué à contourner. Donc nous, je ne vais pas révéler des secrets d'alchimistes aujourd'hui, mais on a une réflexion qui est assez bien avancée sur en fait de la flexibilité. Ce qui est important, finalement, pour le locataire, le futur occupant de nos bureaux, c'est qu'il ait le sentiment justifié qu'il n'est pas non plus, il n'est plus enfermé dans un bail 12 ans ferme, etc. Qu'il a la possibilité d'une certaine souplesse là-dessus, de nous restituer un certain nombre de surfaces, pas toutes, mais un certain nombre de surfaces, de nous restituer des surfaces éventuellement moyennant finance, ou au contraire d'en reprendre s'il en a besoin. Donc ça, je ne pourrais pas être plus précis pour l'instant, mais on travaille pas mal là-dessus et on a beaucoup sondé nos locataires, nos occupants, et c'est quelque chose auquel ils sont sensibles. Il y a une équipe dédiée là qui a été fait un peu là-dessus. Moi, j'ai monté de transformation locative, c'est ça? Exactement, c'est un nom bizarre, mais la cellule, on a beaucoup réfléchi sur le nom. La cellule de transformation locative, alors c'est une réflexion sur, c'est une approche client-centric. Ça paraît bizarre, mais quand on est propriétaire de bureau, il faut quand même un tout petit peu s'occuper des locataires. Alors, ça fait 10 ans avant le Covid, on a eu une période de 10 ans pro-propriétaire, il faut être clair, où les locataires avaient une ligne sur un tableur Excel, un petit peu suivre, et puis de toute façon, ils n'avaient pas beaucoup de choix. Donc aujourd'hui, plus que jamais, il faut être client-centric. De toute façon, c'est pas juste en immobilier, c'est la vie qui veut ça aujourd'hui. On s'inquiète plus de ce que veut le client, finalement, de ce que veut le particulier ou le corporate. Donc on est un peu tourné sur lui, et donc ce qu'on veut, c'est lui donner la possibilité de constater qu'il a un immeuble plutôt vertueux, qu'il a une flexibilité dans la façon dont il va pouvoir l'utiliser, et puis qu'il va pouvoir bénéficier de services.
dans cet immeuble. Et là, on parlait tout à l'heure d'hôtellerie pour les baux, mais c'est la même chose pour les services. Il faut que l'occupant, c'est pas forcément le locataire, l'occupant, il ait la possibilité d'avoir un certain nombre de services. Et quand je parle service, c'est pas juste la conciergerie, le truc habituel, le vidage de poubelle et compagnie. C'est plus, nous, on réfléchit en termes de ton immeuble. Tu le veux shell and core ou tu le veux plug and work? Ton immeuble, tu le veux, voilà les clés, débrouille-toi, ou tu le veux entièrement géré, entièrement administré par des tiers. Donc c'est ça qu'on va proposer à nos locataires. Pour faire ça, j'ai besoin... Mes asset managers, ils sont beaucoup trop occupés à gérer le patrimoine pour pouvoir créer cette boîte à outils, réfléchir à cette boîte à outils à proposer aux locataires. C'est pour ça que j'ai créé cette cellule. C'est des gens qui sont en veille de la demande locative, de qu'est-ce que veulent les occupants pour répondre à cette demande. Et trouver, et en évolutif, trouver la façon de lui répondre sur ces 3 terrains. Et sur les services, que les choses soient claires, je ne vais pas devenir moi un prestataire de service. Ce n'est pas mon métier. Donc on est en train d'organiser en ce moment un énorme appel d'offres auprès de prestataires de services de bureau sur une variété d'offres différentes susceptibles d'être proposées aux locataires. Dernière précision, les sous. Ce n'est pas pour gagner de l'argent ce que je fais, c'est pour garder mes locataires et les attirer pour que mon immeuble de bureau il soit mieux que celui-là et celui-là. Donc aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas de gagner de l'argent. Ça va être, ces prestataires de services, ils vont travailler en direct avec les locataires. Ouais. C'est pour garder les clients. Bien sûr. Qui veut réagir par rapport à ce qu'il vient de dire? Peut-être moi, plusieurs réactions par rapport à ce que j'ai entendu, par rapport à ce que disait Olivier tout à l'heure sur l'intensité du bureau demain et de l'usage. Alors en matière de stratégie et de management, on sait qu'il y a des coups de balancier dans un sens comme dans un autre. Tous les 5-10 ans, les groupes fusionnent et puis après on se dit que c'est trop gros, donc on recrée des filiales, on les vend, on les rachète. C'est pour ça qu'il y a des boîtes comme EY. Voilà, c'est notre fonds de commerce finalement. On fait du campus, on vient en ville. Voilà, on fait un campus et puis après on se dit on est trop loin, on va revenir. Moi la remarque que faisait Olivier sur l'intensité du bureau demain et le fait qu'on ait finalement des espaces très très occupés, dans à la fois nos travaux de recherche et moi aussi à titre personnel, je me pose beaucoup de questions sur ce que va donner ce phénomène parce que à un moment donné, l'intensité fait que quand on voudra vraiment travailler, on n'y arrivera plus au bureau parce qu'il y aura trop de monde, on sera très dérangé. Donc après, on a un phénomène un peu de l'œuf ou de la poule, c'est-à-dire que quand je viens au bureau et que j'arrive pas à travailler, parce que j'ai besoin de me concentrer, mais si j'ai des gens en call un peu tout autour, que je veux être seul, en fait, je viens plus. Et comme je viens plus, ceux qui monitorent la consommation de l'espace se disent, en fait, j'ai trop grand puisque les gens viennent de moins en moins. Donc je réduis les mètres carrés, plus je les réduis, moins celui qui veut travailler vient, et ainsi de suite. Voilà, moi je trouve qu'il y a éventuellement cette question-là qui est quand même un sous-jacent. Et effectivement, après, comme le disait Philippe, nous, nos clients utilisateurs, en gros, ils réfléchissent dans un carré à 4 côtés. Le climat est une préoccupation fondamentale, c'est-à-dire que les grands corporates, alors comme nous, EY, et puis tous les autres grands corporates, là, il y a à la fois pour des questions de transformation profonde de business model, de réglementation à respecter, de levée de fonds sur les marchés financiers, d'attente des clients. Il y a la question sur toute ma supply chain, dont l'immobilier, comment j'intègre la problématique de manière très très forte. Le recrutement, qui est quand même un sujet qui est... personne n'arrive à recruter, finalement, quels que soient les secteurs d'activité. Donc en fait, à un moment donné, la limite du télétravail, c'est la compétition pour le recrutement. Et paradoxalement, peut-être à une idée reçue, on pourrait se dire finalement c'est les jeunes générations qui préfèrent travailler de partout parce qu'ils sont plus mobiles, ils sont internationaux, etc. Finalement, c'est notamment eux qui veulent venir au bureau parce que c'est pour des questions de sociabilisation. Le troisième côté du carré, c'est effectivement comment je réorganise mes espaces, le télétravail. Et puis le quatrième, c'est bien sûr les euros, quoi. Et là, il y a quand même une pression à la baisse chez tous les utilisateurs pour faire quelques économies. Et finalement, la réflexion, elle est dans ce carré-là. Et le sujet climat est vraiment pas neutre parce que c'est une réalité maintenant pour tous les utilisateurs, les corporates d'abord, et puis après, ils impactent toute leur chaîne de valeur et de sous-traitance. Et au milieu, il y a la data. C'est une transition comme une autre. Je sais qu'elle est un peu brutale.
parce qu'il me reste 12 secondes. Donc, non, mais aujourd'hui, pour adresser la question du climat, on en viendra notamment sur la deuxième table ronde. Aujourd'hui, ça compte, ça, ou alors c'est absolument pas du tout dans les préoccupations à la fois des investisseurs, à la fois des banquiers, et encore moins des experts. Il y a une valeur, data ? Je me lance, effectivement, on va essayer d'être concis, mais c'est dans la droite ligne de tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Je vais pas vous parler de la data du CRM, en fait, de la connaissance du client, où là, il y a un champ extraordinaire à creuser, parce qu'au finalement, on a beaucoup d'informations sur ces locataires, sur ces occupants, et donc on pourrait, et on commence à le faire un petit peu, mais exploiter beaucoup mieux tout ça. La data que je voulais évoquer là, maintenant, c'est une data bien compliquée. C'est en fait, la récolte d'informations sur les immeubles, parce qu'un des gros sujets du verdissement, c'est la récupération des données sur les consommations et sur la consommation et la consommation d'électricité et de gaz à effet de serre notamment. Il y a l'eau, il y a aussi d'autres sujets. Et en fait, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot, mais on s'arrache les cheveux. Ouais, mais alors effectivement, tu as un certain nombre de... Micro. Il y a Opérat dans le cadre du décret tertiaire. Donc nous, on attend. Qui a été repoussé oui, gentiment 22, mais c'est demain, 6 mois ou de 9 mois. Oui, parce que c'est les sociétés au-dessus de 1000 m², il y en a quand même beaucoup. Hein. Donc toutes, on attend avec impatience, nous, d'avoir les fichiers, mais je pense qu'on ne les aura pas. Enfin, Donc c'est quoi? C'est un joyeux bordel? C'est un enfer. La récupération d'informations. Prenez un immeuble de bureau avec les parties communes, les parties privatives, et puis imaginez que l'immeuble il est monolocataire ou multilocataire. Je veux dire, en gros, en multilocataire, pour récupérer les consommations parties privatives, c'est un enfer. Parce que les locataires, ils veulent tous être plus verts que verts, mais quand vous leur demandez de fournir les consommations, c'est véridique. Hein. On le vit. J'ai regardé les stats entre parties communes ou immeubles entièrement gérés par nous, et puis là, on n'a pas la main. Aujourd'hui, on a récupéré 95% des infos, je crois, sur la première partie, et on doit en être à moins de 50% sur la deuxième. Les gens ne jouent pas le jeu. Oui, c'est vraiment un sujet déterminant. Alors, vous, propriétaires, évidemment, c'est déterminant, mais nous les financeurs, on a aujourd'hui une pression très forte du régulateur pour démontrer dans nos systèmes que ce que l'on finance a les vertus qu'on attend d'un immobilier. Alors, objectivement, nous, on ne sait pas le faire. Alors, on sait dire, oui, on a des immeubles qui ont des super labels, BREEAM, etc. Mais ce n'est pas du tout ça qu'attend le régulateur. Et si on ne le fournit pas, le régulateur, dans quelques temps, va nous dire, messieurs, ce que vous financez, on vous pondère ça à 150% parce qu'il n'y a pas d'information. Donc, si on n'a pas cette donnée-là, nous, on va avoir une vraie difficulté à accompagner intelligemment, ou en tout cas, de bien financer les choses. Alors, par exemple, les banques, elles ont abandonné le charbon. Ça, c'est facile, on dit ça pollue, on arrête le charbon. On ne va pas arrêter de financer l'immobilier. Mais simplement, si on n'a pas cette data exploitable, on va mal le financer, enfin, on va moins bien le financer. Et donc ça, c'est pour nous un enjeu très, très important. On monte des groupes de travail, mais il y en a beaucoup ici qui se montent autour de ça pour les banquiers. La BCE nous demande maintenant de nourrir des indicateurs très, très précis que nos systèmes ne savent pas donner et que les utilisateurs, les évaluateurs aujourd'hui se cherchent encore là-dessus. Donc il faut qu'on soit solidaire là-dessus parce que ça va être indispensable et pour vous, pour exploiter vos patrimoines, pour vous, pour les évaluer et nous, pour bien financer ce qu'il va falloir faire pour faire de nouveaux immeubles ou accompagner les CAPEX dont vont avoir besoin tout le stock. Hein, parce que nous, banquiers, on a des financements, on a des refinancements à faire dans quelques années. Il faut qu'on mette dans ces refinancements le volume des CAPEX qu'il va falloir faire. Aujourd'hui, on est un peu dans le bleu là, donc j'espère que la technologie va nous y aider et puis que les industries vont se mettre ensemble. On y travaille aussi à l'IFPIM pour que tous les acteurs de la chaîne essaient de se déterminer sur quelques critères compréhensibles parce que sinon on va avoir un truc qui va tomber de la BCE, inexploitable évidemment, et on ne sera pas au rendez-vous. Marielle Bas, vous remontez, vous, les données? On les remonte en interne pour l'instant, pour les traiter justement, pour savoir combien nous coûte notre immobilier et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'améliorer en termes d'énergie, etc.
Par contre, on est un petit peu aussi dans l'attente, parce que c'est quand même un joyeux bordel, permettez-moi l'expression, que de savoir comment remplir toutes les cases de ce fameux décret tertiaire. Donc pour l'instant, on est un petit peu dans l'expectative. Il n'y a pas très longtemps, j'étais sur une table ronde aussi où on parlait justement du décret tertiaire, et j'ai compris qu'on n'était pas les seuls à chercher. Et donc, je crois que c'est un petit peu généralisé. Ça tâtonne. Et ce qui est un petit peu frustrant aussi, c'est que ça s'applique qu'à la France. C'est pas un décret qui va s'appliquer sur tous les pays européens. Je ne parle même pas à l'international, mais au moins au niveau européen, avoir une certaine homogénéisation, on va dire, des demandes et des critères à remplir ou des formulaires à compléter pour avoir une étude globale. Et dans un groupe comme le nôtre, se dire qu'on va individualiser la France par rapport à d'autres, ça ne fonctionne pas bien. On a des stratégies et des développements qu'on est obligé de déployer à l'international. Donc à minima au niveau de l'Europe. Au niveau de l'Europe, à minima, oui. Au régional, oui. Ok. Anne, peut-être... Alors nous, on a reçu un mail des États-Unis ce matin. Aïe. On a les bofs carottes débarquent sur le SG. Donc je te dis pas, là, ça va être l'enfer. Fabrice Alouche mail à 7h du mat. Bon, alors moi je connais bien le monsieur parce qu'il nous audite en valuation tous les 2 ans. Donc je lui ai dit c'est pire que les bofs carottes, Fabrice, bon courage. Donc tout ça pour dire que effectivement, alors les États-Unis quand ils arrivent c'est un peu voilà. Donc ça va être très compliqué et comme tous les pays, on n'est pas organisé encore de la même façon sur ces sujets de ESG. Bon courage à monsieur l'auditeur. Alors pour les données, il y a Opérat pour le décret tertiaire, mais après une fois qu'on aura ce document, comment on va le traiter, quoi? Parce que forcément, est-ce qu'on va baisser vos valeurs? Peut-être. Ah, suspense. Non, c'est pas vrai. Merci beaucoup.